Bonjour, nous poursuivons notre visite de la région, dans le Bas-Séouillé, qui comme Cap de Naggar s'est développé avec la révolution industrielle. On vous explique. Avant la création et le développement de Decazeville, la vallée était une prairie humide, traversée par la rivière Rioumort, qui se jette dans le Lot. Quelques hameaux la peuplaient, dont le lieu dit La Salle. On survivait en autarcie, avec peu de biens et de moyens. Des charbonnières privées existaient déjà, depuis quelques siècles. Leur exploitation de subsistance était rudimentaire et négligeable, compte tenu de la faible demande locale et la difficulté à acheminer la marchandise. Ces charbonnières étaient exploitées par des paysans en hiver, en complément des travaux d'été. Ils procédaient par grattage du sol, avec des moyens sommaires. Les accidents étaient nombreux. La Salle exportait un peu de charbon dès le XVIe siècle. L'isolement de la région ne favorisait pas les échanges. Seul le Lot permettait le transport par gabarre vers Bordeaux, quelques mois par an, quand il y avait suffisamment d'eau pour le naviguer. Le transport vers l'Auvergne se faisait à dos d'âne. Sous Henri IV au XVIIe siècle, les premières concessions minières sont accordées pour extraire le charbon dans des galeries. La petite taille de ces exploitations et une féroce résistance locale furent un frein à la création de grandes concessions à la hauteur de la demande grandissante de charbon. C'est après la Révolution française que fut créé un régime légal de la propriété du sol et du sous-sol. La loi permettra une exploitation industrielle capable de répondre aux besoins de la révolution industrielle. La houille deviendra la principale source d'énergie. Tous les ingrédients étaient réunis pour mettre en route les moyens industriels afin de pouvoir concurrencer l'Angleterre en avance techniquement et répondre à l'appétit croissant du marché. Les charbons de la région sont pauvres, c'est la présence du fer qui motivera le développement du bassin. Élie Decazes, originaire de la Gironde, l'avait bien compris, voici son parcours. Suite à une rencontre impromptue avec Louis-Napoléon, roi de Hollande, il est nommé conseiller du cabinet du roi, puis à la cour impériale. Proche et apprécié de Louis XVIII, il fut nommé successivement préfet de Paris, ministre de la police, ministre de l'Intérieur, président du Conseil des ministres. Sa carrière à proximité de Louis XVIII va se terminer suite à une coalition d'opposition qui le désigne complice de l'assassinat du neveu du roi. Élie Decazes est forcé de démissionner et quitter Paris. Pour le remercier, le roi le fait duc français et le nomme ambassadeur à Londres. C'est donc à l'Angleterre qu'il côtoie et comprend l'avance des méthodes industrielles dans la métallurgie, toute naissante et inorganisée en France. Alors ministre de Louis XVIII, il a été informé des investigations géologiques conduites dans la région d'Aubin et du Causse-Comtal à la fin du XVIIIe siècle. Elles mettent en évidence les richesses du sous-sol. D'autre part, son frère Joseph, polytechnicien, préfet du Tarn, dont la belle famille avait des origines dans la région, ne pouvait pas ignorer les activités et convoitises de ces richesses. Il y a du charbon, du fer, la demande explose avec la révolution industrielle, la France a la volonté de progresser, la loi est favorable, le Lot peut fournir le moyen de transport pour le distribuer, d'autres voies de communication peuvent être développées. Suffisamment renseigné, Élie Decazes démissionne de son poste. Avec l'appui de solides financiers, rencontrés dans son expérience politique, il fonde en 1826 la Compagnie des houillères et fonderies de l'Aveyron à Firmy, puis dans le domaine de la Salle, dans la plaine de Lagrange, aujourd'hui Decazeville. Au XVIIe siècle, la famille Julia, originaire d'Agnac, acquit le domaine et le château de la Salle. En proie à des difficultés financières, leurs biens seront rachetés par le duc de Decazes. La famille se retirera au château de la Garigny à Lugan, propriété de sa femme, Hortense d'Adhémar, une grande et riche famille. Decazes s'entoure du polytechnicien François Cabrol, originaire de Rodez, comme directeur de l'entreprise. Il ouvre à Firmy plusieurs hauts fourneaux, où la première coulée de fonte eut lieu dans la nuit de Noël 1828. L'activité attire par nécessité de nombreux ouvriers. Il s'y construit autour une nouvelle ville,
Le 3 novembre 1833, la commune est créée et nommée Decazeville en l'honneur du fondateur, le duc Decazes. Jean-Balthazar de Julià de La Salle fut le premier maire de la nouvelle ville. Elle compte alors 3000 habitants environ. La vie dans l'entreprise s'organise. La production augmente, on établit un règlement du travail, des droits aux soins et médicaments, les relations avec les paysans et la qualité du travail s'améliorent, on embauche beaucoup, y compris de la main-d'œuvre étrangère, la plaine du Rieux-Mort est complètement transformée. Au XIXe siècle, le fer et l'acier subiront une très forte demande, le marché du rail en particulier prendra une importance majeure. D'autres activités profiteront de la présence de l'énergie disponible pour s'installer dans le bassin. Une verrerie à Boisse-Panchaud voit le jour en 1842, une fabrication de ressorts et un laminoir en 1875, une fonderie de zinc à Viviers en 1871, un centre minier à Cransac, la société Rian implantera un centre minier métallurgique au Gard en 1846, elle fera concurrence aux usines de Decazeville. Elle sera absorbée en 1855 par la Compagnie du Grand Central, puis la Compagnie de chemin de fer Paris-Orléans, qui imposera en 1858 le passage de la nouvelle voie de chemin de fer, Cap de la Gare à Saint-Christophe, par Aubin et non par Decazeville, comme la logique l'aurait voulu. Decazeville étant privé de voie ferrée, on ouvre en 1863 une voie de Viviers à Decazeville. De nombreuses petites exploitations dans la région ont participé à l'activité industrielle du bassin houiller. Montbazin, Villefranche de Rouergue, Figeac et d'autres. Nous nous arrêtons un instant sur le Coscontal, vers Mont-d'Alazac et Cadérac, qui seront fournisseurs du minerai de fer du bassin. On ouvre en 1858 une ligne de chemin de fer privé à voie étroite afin d'acheminer la production des mines de Mont-d'Alazac, propriété de Decazeville, de Marcillac à Decazeville. En 1870, une petite locomotive remplacera les chevaux. De Mont-d'Alazac à Marcillac, le minerai sera acheminé en charrette, puis par voie aérienne. Cadérac, propriété de la Compagnie d'Orléans à Aubin, transportait le minerai par une ligne de chemin de fer privé pour un petit train à voie étroite jusqu'à Salles-la-Source, où ce minerai était repris vers les usines d'Aubin par la ligne Rodez-Cap-de-Nacgare. À partir du milieu du XIXe siècle, des hauts et des bas rythment la vie du bassin. Avec une forte demande en France et en Europe, de nombreux obstacles vont entraver son avenir. La qualité du minerai de fer n'est pas appropriée, il sera utilisé jusqu'en 1920, puis importé. La concurrence anglaise, son manque de compétitivité, son éloignement géographique pèse sur le coût du transport. Malgré la canalisation du Lot, commencé en 1842, le projet ne sera jamais terminé et peu utilisé. Le manque d'investissement, les changements de propriétaires, les crises et difficultés financières et politiques, les passions politiques locales. Tout cela impacte le prix de vente de l'acier et des salaires à la baisse. La tension monte, elle provoque une grève en octobre 1869 à Aubin. Le 8 octobre, sur le plateau des Forges du Gard, une foule excitée de 1400 personnes enflamme l'armée. Elle tire sur les ouvriers, faisant 17 morts. Cet événement aura un impact national. Victor Hugo écrit le poème Aubin, Zola son roman Germinal. En janvier 1886, une autre grève eut lieu dans les mines de charbon du bassin. Elle durera 6 mois, conduisant à la mort du sous-directeur Jules Vatrin le 26 janvier. Celui-ci était à l'origine d'une baisse des salaires. La foule demande son départ pour son insupportable comportement social. La société belge Vieille Montagne rachètera en 1871 quelques usines. Elle met en place une méthode de préparation du zinc très polluante qui est à l'origine de la dégradation de la nature, encore remarquée aujourd'hui autour de Viviers. Rapidement, le bassin se focalisera sur le charbon et le zinc.